13 milliards d'euros. Ça, c'est ce que rapportent tous les ans les jeux de hasard. Blackjack, loterie, poker, bingo et même chaque ouverture d'un booster Pokémon. 1, 2, 3. Depuis le prime de la série il y a 29 ans, 30 milliards de cartes Pokémon circulent dans le monde. Ces petits bouts de carton sont échangés et revendus à des prix aberrants. Vous voyez ces petits Pikachu? Bah il vaut plus qu'un appart dans le 16e, une Lambo, une piscine à débordement. Et ta grosse dent! Des youtubeurs comme David Lafarge ont construit leur carrière en ouvrant ces boosters et certains sont même devenus millionnaires. 30 ans après, les boosters continuent de fasciner. Mais pourquoi ces cartes prennent autant de valeur? Pourquoi on continue d'en acheter? Et comment ce jeu est devenu top 1 des téléchargements? Et vous serez vraiment surpris de ce que cache cette licence. 1996. Les cartes sont venues vraiment vite après la création des premiers jeux Pokémon. Au début, elles ressemblaient pas à grand chose, les dessins étaient mal faits, de mauvaise qualité, mais pourtant, les échanges commencent à se faire dans les cours de récréation. Parce que ouais, à cette époque, c'est juste des cartes qu'on échange. Les enfants voient leur collection s'agrandir et les parents leur argent diminuer. Dracofeu, Pikachu, Aspico, mais comment on a pu passer d'un booster à 2 € au bureau de tabac à des prix vraiment... Ça, on le doit à Satoshi Tajiri. Derrière cet empire se cachait un enfant qui faisait des collectes d'insectes. Après avoir passé son enfance à chasser les insectes, il passe son adolescence devant Space Invader. Car ouais, le créateur de Pokémon était avant tout un fan de jeux vidéo. En 1980, Tajiri crée Game Freak. D'abord sous la forme d'un magazine consacré aux jeux vidéo, il y rédige des critiques et des guides sur les jeux d'arcade populaires. Ce magazine attire l'attention des amateurs de jeux vidéo, mais Tajiri se rend compte qu'il préfère créer des jeux plutôt que simplement d'en parler. En 1989, Game Freak devient une société de développement de jeux vidéo. Avec l'aide de son ami illustrateur Ken Sugimori, le futur designer des Pokémon, il commence à développer leur propre jeu. La console de cette époque c'était la Game Boy. Elle était petite, avait une longue capacité de vie, mais surtout le câble Link qui permettait de connecter deux consoles. Alors avec les insectes qu'il a chopés étant plus jeune et en voyant le câble Link, l'idée de créer des monstres qui peuvent se battre et s'échanger lui vient directement en tête. Il faut les échanger avec un copain. Et en 1996, il sort Pocket Monster. Ouais, la sortie au Japon, ça s'appelait comme ça. Heureusement que Satoshi s'est repris en main et a changé le nom. Pokémon Rouge et Vert ont marché l'année suivante de leur sortie. En même temps, c'était la première fois qu'il y avait un jeu où les joueurs peuvent capturer, échanger et faire combattre des créatures. Les cartes Pokémon sont sorties plus ou moins en même temps que les jeux et c'était un sort de package. On n'avait jamais vu ça à cette époque. Un jeu qui sortait des cartes, c'était aussi un signe de réussite de cette licence. Et comme toute carte qui se respecte, elle possède un nom situé en haut de la carte, un type d'énergie représenté par un symbole à côté des PV, des attaques et des capacités. Chaque Pokémon est unique, il a son talent, sa capacité parmi les 11 types d'énergie. Ces cartes sont donc aussi destinées à s'affronter en étant dans des decks. Et ça, Pokémon l'avait parfaitement bien prémédité. Lumineon! Turn is the Lumineon off that Shining Arcana. Exactly what Tord needs. Boss's orders brings up Genesect, taking 2 prizes, and we're going to a game in our Masters TCG Les Prime. tournois Pokémon! Le pot de carton là, pas les jeux. Les premiers tournois de cartes Pokémon sont apparus en 1990. Ils étaient faits par Nintendo mais surtout là pour promouvoir la franchise. Évidemment leur raison d'être était d'abord en business is business, avant de voir que des joueurs prennent plaisir et deviennent vraiment forts jusqu'à en faire leur passion. J'étais 2 fois champion de France, champion international en Amérique du Nord et vice-champion international en Océanie. Stefan is one of the best players in the Pokemon trading card game right now. Les nombreux tournois ont contribué à la rareté des cartes. Les joueurs devaient venir avec leur propre deck et donc par conséquent se débrouiller pour trouver les meilleures cartes. Ces compétitions ont rapidement instauré des règles strictes divisant les cartes en plusieurs formats. Il y avait le format standard, c'était l'utilisation des cartes les plus récentes, ce qui limitait l'accès aux anciennes éditions. Il y avait le format étendu, avec plus de liberté et avec des cartes datant de plusieurs années. Et le format unlimited, toutes les cartes étaient autorisées mais peu utilisées dans les tournois officiels. Certaines cartes ont vu leur prix exploser car ils sont devenus indispensables dans les tournois, comme Tapu Lele GX avec sa capacité spéciale Wonder Tag permettant d'ajouter un supporter clé à la main dès qu'elle est jouée. Comme chaque jeu qui se tryhard, il y a eu l'apparition des decks méta, comme Dracofeu X et Mewtwo X. Et en même temps que ces decks ont émergé la plateforme de vente de cartes comme TCG Player ou Card Market qui ont permis aux joueurs d'acheter les cartes qui leur manquaient pour compléter leur deck. Le succès était tellement gros qu'une nouvelle ère a fait son apparition, la Pokémania.
La Pokémania, c'était une grosse période où littéralement tout le monde était touché par Pokémon. Il y avait tellement de produits dérivés, ça allait même jusqu'à la nourriture. Si l'ère de la Pokémania est née, c'est parce que le Japon a réussi à conquérir le marché américain. Là où les Japonais préfèrent Mon voisin Totoro et Princesse Mononoke, eux ils sont plutôt du style The Dark Knight, Gladiator ou Kill Bill. Mais le coup est quand même à tenter et la propagande de Pokémon se fait de partout. Hey, je t'emmène quelque part, petit gars? C'est ça, c'est ça. Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon? Tu en entends tellement parler que tu vas te prêter au jeu. Tu te rends au bureau de tabac et entre 2 paquets de Marlboro, tu trouves un booster. Le prix était d'environ 3 €. T'en achètes un, tu l'ouvres et là tu tombes sur un Dracofeu holographique. À cette époque, rien ne valait cher évidemment. Et vu que tu n'étais pas visionnaire, tu laisses cette carte à ton enfant qui l'échangera et l'écorchera dans la cour de récré avec ses camarades. Il n'y avait pas que les enfants qui collectionnaient les cartes, les adultes aussi. Car oui, avant toute cette horde de dresseurs de Pokémon sur YouTube, il y a eu des prédécesseurs dans les années 2000. Les adultes qui collectionnaient les cartes étaient considérés comme des otaku. Lui, c'est Logan Paul, c'est un pilier des youtubeurs américains. Le 4 avril 2022, il achète une carte Pikachu Illustrator en PSA 10/10. Le meilleur état de la carte, celle qui vaut le plus cher et qui vaudra toujours cher quoi qu'il arrive. Jusqu'à... Si les cartes ont pris de la valeur, c'est avec le temps, mais c'est surtout grâce aux collectionneurs. Les premiers boosters se font de plus en plus rares et donc ils s'arrachent les cartes qui ne se trouvent plus facilement. Et c'est comme ça que les scalpers sont arrivés. Un scalper, c'est une personne ou un groupe de personnes qui vont attendre la sortie des displays bien à 6 h du mat devant le bureau de tabac. Ils vont tout acheter et tout vendre sur eBay. Évidemment, aucune critique, hein. C'est chacun son business et c'est la loi du plus rapide. Ils visent des sets spéciaux ou des collaborations rares comme ceux sortis pour le 25e anniversaire de Pokémon. Quand on combine Logan Paul qui achète des cartes de fou et la pandémie, ça fait encore plus grimper la valeur d'une carte. Mais deux cartes n'ont pas forcément la même valeur et ça c'est à cause de leur état. Si tu te promènes en brocante et que tu trouves un Dracofeu première génération, instantanément tu te dis que tu vas finir millionnaire. Tu regardes en bas de la carte et parmi les 4 symboles de rareté tu vois une étoile holographique. Tu perds pas de temps et t'envoies tout ça à PSA. Ils vont juger ta carte sous plusieurs critères et tu vas remarquer que finalement elle était pas en si bon état. PSA juge l'état des cartes en 4 points: bord, propreté des bordures, présence ou absence d'usure ou de pliure au coin, dans la surface l'absence de rayures, taches ou imperfections, et dans le centrage l'alignement des bordures de l'image par rapport à la carte. Il les note de 0 à 10 et c'est en fonction de cette note que les cartes prennent ou non de la valeur. Évidemment c'est pas précisé mais la carte doit être authentique, hein, donc évitez d'aller sur AliExpress. Bah oui, parce que s'il y a que des Pikachu Illustrator à 2/10 et un mec possède un 10/10, ça va vite augmenter son prix et lui il se rapprochera de la villa au bord du lac. De nombreuses personnes en ont fait leur business parce que oui, des cartes Pokémon sont un investissement à long terme. Des vidéos commencent de plus en plus à apparaître, des formations, des conseils d'investissement, des Google Docs, des serveurs Discord et même une communauté d'investisseurs se crée et s'agrandit, mais plus par passion, mais pour ce qu'elle peut rapporter. Certaines cartes peuvent avoir de la valeur grâce à leur mauvaise impression. Le Pikachu à joues rouges devait avoir les joues jaunes, et grâce à ça, elle fait partie des cartes les plus recherchées, surtout en PSA 10. Par ailleurs, il n'y a pas que les cartes mal imprimées qui sont recherchées, mais aussi celles des tournois, comme le Pikachu Illustrator, la plus chère qui vient d'une récompense d'un concours d'art au Japon. Si votre compte PayPal est négatif, vous avez sûrement dû télécharger Pokémon TCG Pocket, et vous n'êtes pas le seul. Ce jeu avec des mécaniques de gacha très simples mais pourtant très addictives, c'est juste ouvrir des boosters, avoir les meilleures cartes et les faire combattre. Si vous avez eu Dracofeu Gold, vous aurez très sûrement envie de l'avoir en main propre et vous n'êtes pas le seul à penser ça. Ce jeu a relancé l'achat des cartes tangibles et a encore fait bouger le marché. Surtout quand de nouvelles extensions sont annoncées, tout le monde attend que ça avec impatience. Et en tant que bon gacha qui se respecte, il y a de nombreuses microtransactions à faire à l'intérieur du jeu. Et le jeu a généré 208 millions de dollars au premier mois de lancement. Si autant de gens sont capables de mettre de l'argent sur Pokémon TCG, alors imaginez ceux qui sont capables de mettre dans des boosters Pokémon. Vous imaginez bien que ça aussi ça fait bouger les prix. Pokémon n'a pas fini de grandir et n'en finira pas. Il y aura toujours autant de collectionneurs, toujours autant de jeux et toujours autant de personnes fans de cette licence. Si elle a marqué les esprits, ce n'est pas pour rien. On est tous touchés par la Pokémania et on le sera toujours. C'est un empire qui n'a pas fini de grandir, alors faites attention à où vous placez votre argent parce que ça peut aussi être une descente aux enfers.